je vais, mesdames, messieurs, commencer sur notre réflexion et vous proposer un peu quelques réflexions sur cette actualité aujourd'hui. Euh, je dirais que ce qui est intéressant dans le sujet aujourd'hui, c'est d'essayer de voir un peu les cohérences qui essaient de se trouver dans un paysage qui est fondamentalement fait d'antagonisme et de contradictions, d'injonctions d'un côté, de contrariétés de l'autre. On est dans un contexte qui est fait éminemment de contradictions. La plus importante, elle est née hier même dans la présentation du projet tout à fait fondamental, structurant vers l'industrie verte, qu'a relancé le président de la République, tout en disant de l'autre côté, ah ben non, il faut arrêter il faut faire une pause sur la réglementation européenne, il faut moins de normes et autres. Bon, alors que l'Union avance à travers un normatif très, très fort. Et donc, c'est vraiment là une expression qui traduit bien ces tendances. On veut améliorer le contexte et en même temps, eh bien, parfois, on ne veut pas en assumer toutes les implications. Voilà. Donc, on se heurte, on voit à la fois des acteurs qui vont, j'y reviendrai, très, très vite et qui font beaucoup de choses. Il y a un paysage extrêmement proactif aujourd'hui sur nos sujets et en même temps, on a des acteurs, souvent les acteurs en place, bah, c'est normal, ils ont leurs inerties et ils ont leurs rentes qui tardent, les pétroliers, les grandes banques, l'automobile, mais qui sont à la fois dans le progrès et dans la résistance pour les uns et les autres. On peut noter quand même que la publication par BNP Paribas venant après d'autres grandes banques sur sa politique climat, disant moi maintenant, ça a été un très long débat, très difficile et très un peu conflictuel. Je n'irai pas sur les nouveaux gisements pétroliers. Ça, c'est une décision très, 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 très importante qui est à noter. Alors, la tendance, elle est aussi de savoir est-ce qu'on soutient les gens qui font un effort, qui sont vraiment aujourd'hui installés dans l'économie verte, dans la green finance et dans la responsabilité ou durabilité, ou au contraire, est-ce que on va vers ceux qui devraient faire un effort et qu'on va essayer d'entraîner. C'était au cœur du débat sur le label ISR, j'y reviendrai. C'est, je pense, une des informations importantes de cette période, là, de ce mois de mai, la présentation donc, du projet de label qui est mis en consultation et qui fait quand même faire des sauts à une réflexion sur pourquoi et comment l'épargne doit aller se financer la transition énergétique et écologique. Il faut dire donc quand même que derrière tout ça, on a un débat sur la thématique de la croissance. Et cette thématique de la croissance, c'est un oxymore de parler de croissance verte. Elle est antagoniste aussi avec une économie décarbonée et une économie qui est sobre. Néanmoins, quel type nouvelle de croissance? C'est vraiment le débat des États, c'est le débat des stratégies. Et on voit bien que tout le monde voudrait y aller, qu'on ne peut pas y aller de façon autoritaire dans nos pays. Sur l'énergie, finalement, on a pas mal passé l'épreuve l'année dernière. Et là, on va voir simplement que sur l'eau, maintenant, c'est nos enjeux prioritaires. Eh bien, peut-être faudra-t-il justement être un peu plus directif dans les comportements. Voilà. Donc, je retiens, si vous voulez, cette gestion des contradictions comme le cœur un peu de notre actualité du moment. Enfin, ce qui n'est pas non plus très, très, très nouveau en réalité. Je voudrais insister sur 3 points maintenant assez simples. Donc, la question des grandes initiatives qui existent, dans un paysage où il y a quand même beaucoup d'initiatives qui méritent d'être signalées. Et puis on verra quelques ouvertures aussi dont il faut parler. Première partie sur cette actualité, les initiatives volontaristes, je voulais signaler à votre attention parmi celles qui comptent, qui n'étaient pas forcément effectivement attendues.
Au G7, donc, qui a eu lieu, on a aujourd'hui un débat qui est préparatoire à la COP28 sur les investissements fossiles. Est-ce que, justement, pour faire la démarche de BNP que j'évoquais, est-ce qu'il faut vraiment arriver à couper ce que demandent tous les grands acteurs, régulateurs, OCDE, à ONG, les nouveaux investissements dans ce domaine, ou au contraire maintenir aujourd'hui un flux tout en privilégiant les ENR. Bon. Et on a la montée d'un projet de traité sur les plastiques, on est contre les plastiques dans les cadre des Nations Unies, qui fait son chemin et qui sera évidemment quelque chose d'essentiel s'il avance. Je porte à votre attention sur la France quand même l'accord, il ne faut pas l'oublier, qui a eu lieu donc dans cette période extrêmement symbolique, c'est important et courageux de la part des partenaires sociaux, CFDT, CFTC, patronat, sur la transition écologique. Et puis, ça bouge parmi les acteurs où on a aujourd'hui des organisations qui essaient, autour de l'ESS notamment, de prendre la main un peu par rapport à un paysage institutionnel français qui est assez convenu, assez aujourd'hui, je dirais, un peu plus suiveur. Et là, il y a des challengers qui veulent monter en puissance, c'est intéressant. Dans ce paysage où j'ai rappelé un peu quelques initiatives très, très fortes que vous avez là, on a aujourd'hui une Union européenne qui est vraiment toujours le centre de gravité du paysage. Alors, il s'est tenu à Berlin le dialogue de Petersberg qui prépare la COP28, où, vous le savez, on est là sur une ligne de crête très, très difficile, puisque le président, c'est le président des Arabes Unis, et donc l'émir Al-Jaber, qui est pris entre deux feux. Il doit, pour réussir, aller très loin, jusqu'à ce que lui demandent les Occidentaux, pour certains, et en tout cas les ONG, c'est arrêter l'industrie fossile, ce dont qui est le cœur du Moyen-Orient, et par ailleurs pousser les ENR. Et là, on voit bien que c'est plutôt qu'il va et qu'on se dirige plus dans la deuxième hypothèse, essayer de faire en sorte de financer les nouveaux investissements plutôt que de ralentir, malheureusement, les investissements fossiles. Bon, on n'a pas fini d'en parler. C'est un débat très, très fondamental qui met sur le devant de la scène les acteurs pétroliers, dont les pays du Moyen-Orient et autres, voire États-Unis aussi. Et donc, on aura des débats extrêmement stratégiques d'ici la fin de l'année là-dessus. Voilà. En attendant, il y aura la question des fonds, donc c'est financer, hein, qui est une façon d'échapper à tout ça et d'aller de l'avant, qui sera abordée lors du sommet de Paris en fin juin. Les nouveaux marchés carbone ont été remis en place un peu par la Commission. Je ne développe pas, mais dont l'un des mécanismes importants, c'est la taxe carbone aux frontières. Alors, fin des quotas gratuits, donc on va remonter très, très fortement les investissements des entreprises, orienter les ressources vers l'innovation et évidemment, on rentre là au cœur de la contradiction avec la compétitivité. Du coup, pour partie, nos exportations seront plus chères. Et là, on n'a pas fini, effectivement, eu égard au contexte américain aujourd'hui et autres, et chinois, d'avoir en Europe là-dessus une discussion de fond. Pour autant, on voit qu'en Europe, on a réussi et les propos tenus par la Commission ou les industriels sont plutôt rassurants aujourd'hui sur le fait qu'on devrait passer correctement donc l'hiver 23-24. Donc, c'est quand même une nouvelle extrêmement importante. Mais dans un contexte qui se resserre, on a vu quand même que la majorité du Parlement européen, la majorité PPE, aujourd'hui, maintenant, est un peu contre le plan phyto, Business Europe a attaqué la CSRD. Bon, on a un raidissement qui arrive et le cycle de l'avancement un peu accéléré semble aujourd'hui assez freiné. Bon, texte que l'Union européenne vient de lancer à nouveau, hein, je vous en parle tous les mois, il y en a, tous les mois les directives sont là, et cette fois-ci, c'est l'Union qui a rajouté un texte à venir qui est ce qu'elle appelle une culture de l'intégrité, c'est renforcer la lutte anticorruption. On en voit les raisons, on voit bien tout ce qui reste à faire sur le sujet. Et c'est vrai que l'Europe là-dessus n'était pas très exemplaire. Bon.
Sur la CS3D, c'est très important. Donc, je vous rappelle, c'est sur le texte de devoir de vigilance au niveau européen. Ça avance puisque dans le nouveau texte qui va être soumis au trilogue, on a maintenant remis le secteur financier dedans et on a fait en sorte d'avoir une position quand même, disons, extraterritoriale. Hein. Donc, tous les opérateurs étrangers devront se soumettre, dès lors qu'ils sont en Europe, à ce texte. Donc, on a une position quand même assez intéressante. Et sur les frags, qui a été un peu ralenti par la commissaire sur ce sujet, on a aujourd'hui vraiment une conflictualité qui est assez nette dans le débat avec les ONG et qui est liée aussi au débat sur la taxonomie. Et il y a eu tout un travail qui est intéressant à noter à travers Alliance for Corporate Transparency qui a regroupé tous les acteurs de la société pour dire stop, vous êtes en train de casser l'édifice. Donc, on est bien dans des positions qui se disputent nettement. Bon, dans un paysage donc, où il y a néanmoins beaucoup d'améliorations et beaucoup de choses, d'initiatives qui se prennent et qui se font. La Banque de France qui avance vers sa notation climat en se basant maintenant, c'est clair, sur la méthode de l'ADEME. Vous avez vu le débat au niveau de l'expertise à travers l'ANSES. Qui ont du mal à accepter les décisions de l'ANSES qui veut absolument relancer le plan Éco-Phyto avec le gouvernement à l'appui là-dessus, puisque ça a été quand même dans les deux vagues passées relativement un échec, et retirer les substances. Là, on aborde aussi une très très grande difficulté dans le rapport entre l'agriculture et la durabilité. Le concept de marge décarbonée a fait son apparition. C'est intéressant, c'est-à-dire publication de données par les entreprises où elles enlèvent de leurs résultats financiers le coût carbone, la dette carbone. Bon, c'est pas nouveau en théorie, hein. Le IPNL faisait ça tout au long, mais là, on l'affiche. Bon, et puis, il y a un classement qui est apparu derrière. Une étude très importante de WCSD avec Carbone 4 sur le carbone évité, comment on va, sans le comptabiliser évidemment, sans l'enlever des émissions, pour autant le faire apparaître. Voilà. Et puis, je voudrais venir un peu sur les avancées, sur ce label, ce projet de label ISR, donc mis en consultation aujourd'hui, qui est le fruit de la commission de Madame Papalardo, travaillé avec l'Institut de la finance durable, qui permet d'avoir aujourd'hui, toujours dans la logique Best in Progress, mais pour autant un encouragement à garder les activités en transition versus les activités purement vertes aujourd'hui. C'est là où c'est un peu compliqué à expliquer au public, mais en baissant, en enlevant les portefeuilles qui seraient plus de 5% de fossiles, et en gardant le concept double matérialité dans les choix, des piliers équilibrés ESG, d'où notre arme sans nuire l'un à l'autre, etc. Donc, faut aller le voir. C'est un projet qui est plein de potentialités, qui est intéressant, qui est une avancée, qui ne peut pas satisfaire non plus les extrêmes. On n'est pas dans le pur et dur, mais on est dans une logique d'engagement. Intéressant sur le scène climate qui continue d'opposer des entreprises et puis les ONG. Engie qui a dit ah ben non, moi je le soumettrai à l'Assemblée générale tous les 3 ans seulement. Bon, et Total qui a proposé sa propre trajectoire climat à son Assemblée générale, a posé aussi une idée qui est importante, intéressante, en disant ah moi le scope 3 je veux bien mes fournisseurs, mais les clients c'est pas moi. Bon, on n'a pas fini d'en parler. Alors je passe sur les débats américains qui nous concernent aussi. Sur la liberté d'expression, les entreprises sont très concernées. Sur l'IA, c'est monté au plus haut niveau de l'État fédéral. Et l'échec sur les crédits carbone des grandes sociétés de certification, type South Pole, qui évidemment jette un froid. Étude intéressante d'une ONG qui fait vraiment autorité aujourd'hui sur nos sujets, à laquelle je vous renvoie, World Benchmark Alliance, qui montre quand même que ramener tout ça dans un paysage mondial, on est quand même très, très, très loin de l'Europe. Troisième point avant de conclure, les nouveaux débats qui s'ouvrent et qu'il faut traiter. Justement, dans ce paysage international, vous voyez qu'on a une position en Europe qui est extrêmement pure et dure sur vraiment la transformation des modèles. La vision de l'économie verte internationale, là je donne un tableau qu'a publié
le réseau pour Business Sustainability, qui est international, on voit que c'est pas du tout la même approche. C'est être dans l'innovation, être dans l'intégration pour l'entreprise. C'est comment rendre l'entreprise plus performante en étant plus verte. Ce n'est pas comment on améliore les impacts sociétaux. Cette slide illustre bien, même si elle reprend quand même quelques éléments de référentiel internationaux qu'on connaît. Bon, du coup, je rappelle aussi que dans les grandes décisions qui ont été prises dans cette période, il y a la décision en cours validée par le Conseil national de la transition écologique en France de se caler pour les investissements d'adaptation, c'est-à-dire les investissements à 30 ans, 40 ans de grandes infrastructures sur un plus 4 degrés, ce qui est considérable, évidemment, et la concertation qui s'engage derrière fera apparaître, je pense, beaucoup d'inquiétudes et de précautions sur ça. Par ailleurs, donc, je fais allusion au débat qui est intéressant sur la raison d'être qui est arrivé à l'Assemblée générale de Veolia et qui a traduit, montré que le concept était quand même pas aujourd'hui très au point, puisque il n'était pas compris entre ceux qui disent c'est une affaire de conseil d'administration et ceux qui disent mais non, pas du tout, c'est une affaire de parties prenantes. Bon, à suivre. Et pour ce qui est de la normalisation du cadre de l'entreprise durable en cours, là, je signale, donc il y a des débats qui ont été engagés par la commission de normalisation et par ailleurs, au niveau international, on voit aussi que ces préoccupations montent. Donc, bon, c'est intéressant. Maintenant, je vais, avant de passer la parole à nos experts, faire la transition. Et donc, j'insiste à droite sur quand même les questions des grands enjeux qui doivent être, qui sont la toile de fond de nos informations, c'est-à-dire aujourd'hui, quand même, on voit bien que y a une problématique, par exemple, de faim dans le monde, que Global Report on Food Crisis souligne, qu'on est loin aujourd'hui d'avoir réglé toutes ces questions, entre autres. Et donc, on a un débat sur le partage de la valeur à un moment où les entreprises ont publié des résultats très significatifs après la crise du Covid, et donc, ce qui interroge l'opinion. Et donc, dans ce débat-là, la question qui avait été mise en valeur il y a peu de temps par le Crédit Mutuel à travers son dividende sociétal et par d'autres entreprises, certaines préférant les rachats d'actions, soulèvent la question de la capacité d'utiliser la valeur en direction de la société quand on le peut. Et donc, je vais m'adresser pour ça, pour commenter ce fil rouge, tout en leur demandant de réagir aussi à l'actualité et à ce qui a été vu jusqu'ici, parce qu'on est bien là dans un risque de débat contradictoire entre des entreprises qui disent « mais moi, je dois me développer, donc j'ai un besoin d'investissement considérable et je ne peux pas non plus financer l'avenir du monde avec même si j'ai des super profits, ou au contraire, je dois le faire parce que ceci conditionne la survie collective et systémique. » Bon, voilà. Donc, je m'adresse pour ça à mes deux experts, non sans rappeler quelques livres que je soumets toujours à votre sagacité. Martin Hirsch qui a fait un roman qui est assez amusant sur l'éco-anxiété. C'est un grand sujet de société. C'est nostalgique, je vous le conseille. Une réédition d'un ouvrage qui est un peu une bible, celui d'Éloi Laurent, Le Cacheux. Et puis, une étude pour comprendre ce qu'il y a derrière la motivation et la psychologie aujourd'hui radicale des éco-anxieux, mais aussi des radicales, qui a été publiée dans Le Monde par l'étude de Nicolas Twong suite au soulèvement de la Terre. Voilà. Alors, je vais faire appel maintenant à nos deux experts pour poursuivre cette discussion, nous éclairer et leur demander de témoigner aussi de ce qu'ils font, de Denis Mesguer et Yann Kiennek. Alors, je vais passer d'abord la parole à Denis, en rappelant un peu qu'il a été notamment un acteur majeur au sein de Action contre la faim, un financier réputé dans le private equity, et qu'il a créé il y a quelques années Break Poverty Foundation, et que ce croisement qui caractérise entre l'outil financier, la performance financière et l'engagement dans la société lui permet de nous donner son regard sur ce qui se passe aujourd'hui et sur ce qu'on peut faire, devrait faire, avant que, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, Yann Kiennek complète par sa vision
juriste qui est importante, qui connaît bien la responsabilité d'entreprise, mais qui est aujourd'hui en charge de développer un nouveau, je dirais peut-être, mécénat au sein d'Admical. Denis, je te passe la parole en te demandant un peu de réagir d'une part et de nous éclairer sur ces grandes questions qu'on se pose. Merci Patrick, merci pour l'organisation de cette belle conférence. Tu m'as déjà présenté de façon exhaustive, donc je n'aurai pas grand-chose à ajouter. Peut-être quand même un petit mot sur Break Poverty, pour remettre mon action dans le contexte d'aujourd'hui. J'ai créé Break Poverty sur le thème de la panne de l'ascenseur social. Pourquoi est-ce que nous sommes en France, le pays le plus redistributeur du monde, à égalité avec le Danemark, et le dernier pays en matière d'égalité des chances avec la Hongrie. Donc c'est sur ce constat un peu déprimant que j'ai créé cette fondation. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que régler le problème de l'ascenseur social passe essentiellement sur l'engagement des entreprises. Nous n'y arriverons pas, l'État n'y arrivera pas, les collectivités n'y arriveront pas s'il n'y a pas un engagement collectif des entreprises sur ce sujet primordial qui est l'avenir de notre jeunesse. Je voudrais remettre le mécénat d'entreprise dans son contexte, mais je parle sous le contrôle de Yann qui en dira plus que moi. Le mécénat social est très sous-valorisé en France. Quelques chiffres, hein, un peu moins de 20% des entreprises font du mécénat en France, et c'est essentiellement l'affaire des grandes entreprises. Et sur les sommes collectées, seulement 18% vont au social, sont affectés au social. Donc on voit que moins de 2% du mécénat des entreprises vont aux actions sociales, et les PME et TPE en sont les grandes absentes. Il y a une forte volonté des grands groupes de s'engager. Les PME n'en ont pas les moyens, et c'est un sujet qu'on essaiera d'aborder. Dernière petite comparaison, si je compare avec les États-Unis, 59% des entreprises font du mécénat, contre 9% en France. Donc on voit les marges de progrès. Alors, bien sûr, c'est une culture très différente, mais on voit les marges de progrès. Et donc l'ambition de Break Poverty de multiplier par 3 le mécénat social est un enjeu qui devrait être très, très réaliste. Bien sûr, il y a bien sûr des disparités régionales, mais je n'insisterai pas là-dessus. Hein. On sait tous qu'à Lille, à Nantes ou à Lyon, il y a un mécénat actif, il y a des entreprises actives, il y a des collectifs d'entreprises qui sont actifs en matière de mécénat. Ceci est lié à l'histoire du patronat chrétien, qui fait qu'on a façonné au XIXe siècle une sorte de patronage qui protégeait les salariés en matière sociale, notamment, et de logement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les entreprises, depuis 30 ans, ont cherché à limiter leur engagement sociétal en externalisant leur engagement. Hein, ça a poussé à la création de fondations d'entreprises. Elles ont préféré, plutôt que de s'engager elles-mêmes, de s'engager par le biais d'une fondation. Et ceci pour 2 raisons, hein, une bonne raison et une mauvaise. La bonne raison, c'est que c'était pour limiter le risque fiscal, puisque le don n'étant pas dans l'objet statutaire d'une entreprise, devient visible. On préfère l'externaliser dans une fondation. C'est pour limiter le risque. Donc ça, c'est la bonne raison. Et la mauvaise raison, c'est d'externaliser l'action qui paraissait futile. Et j'insiste bien sur ce mot futile. Cette action de don, cette action futile, ne correspond ni au core business, tel que l'entreprise le conçoit, ni au principe de rentabilité. Donc, 2 mauvaises raisons d'externaliser cette action que j'appelle futile, pour bien la marquer. Alors, est-ce que les entreprises aujourd'hui font assez en matière sociétale? Bien évidemment non, ça nous le savons tous. Il y a des marges de progrès, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, mais je suis prêt
à répondre à vos questions sur le sujet. Elle commence à faire beaucoup en matière de lutte contre la pollution, en matière de recyclage, en matière d'appartenance à la planète. Il y a une vraie prise de conscience. Il n'y a pas de prise de conscience de leur utilité en matière sociale. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra convaincre les entreprises de s'engager. Maintenant, la vraie question, si on veut prendre un peu de hauteur, c'est est-ce que le mécénat doit être encouragé dans cette réflexion essentielle qu'est le partage de la valeur? Alors là, je vais prendre ma casquette de chef d'entreprise. Bien évidemment, la réponse est oui. Oui, le mécénat doit être encouragé, car le don d'entreprise, c'est un acte fondateur de l'engagement désintéressé. Beaucoup d'engagements sont soit des engagements intéressés, soit proches du greenwashing. Le don, lui, est incontestablement un engagement désintéressé. Donner 50 000 € au Resto du Cœur ou à Break Poverty quand on est le Crédit Agricole, c'est un acte qui est définitivement désintéressé, apolitique et qui engage l'entreprise tout entière. A contrario, faire une ristourne plus importante à ses fournisseurs ou augmenter sa production bio ou donner une prime Macron pour compenser l'inflation, qui sont je dirais, des actes de bonne gestion à visage humain, ça règle plus un rapport de force de façon intelligente et humaine que d'un engagement sociétal de l'entreprise. Donc, pour moi, ce marqueur du don mécénal est absolument important quand on veut, en tant que chef d'entreprise, marquer son adhésion aux problèmes de ce monde. Qu'il s'agisse de financer un puits au Sahel ou de financer de l'intégration d'enfants de la DAS, d'enfants de l'ASE. Ce débat sur le partage de la valeur est éminemment politique, et c'est là que c'est compliqué. Il est politique, et pour ne pas dire idéologique, dans un pays qui est le recordman mondial de la redistribution sociale. Je vous rappelle que la redistribution sociale en France, c'est 700 milliards, et que ces 700 milliards représentent 10% de toute la redistribution sociale du monde entier. Donc, nous sommes exemplaires en matière de redistribution sociale, et dans ce contexte, il est clair que l'engagement de l'entreprise doit être un engagement volontaire, je dirais presque désintéressé d'une certaine mesure, pour engager l'ensemble des salariés sur une cause choisie. On reviendra sur le partage de la valeur si vous le souhaitez. Est-ce que maintenant, comment développer ce mécénat d'entreprise, cet engagement citoyen de l'entreprise? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de dispositif? Est-ce que c'est une question de culture collective? C'est un peu tout cela, mais je voudrais essayer de marquer de façon plus forte la réponse à cette question. Je classerai très nettement en numéro 1 la force de la culture collective. Je pense que c'est une culture collective qui va pousser les entreprises à s'engager. Je n'aurais pas mis cette culture collective en numéro 1 il y a 4-5 ans, mais aujourd'hui, cette vague de fonds collective est en train d'arriver à vitesse grand V et marque les chefs d'entreprise. On ne peut plus résister à cette force qui vient du monde salarial. Les entreprises sont interpellées plus que jamais par des coups de boutoir, et ces coups de boutoir sociétaux, ils se nomment bien évidemment grande démission. Les salariés aujourd'hui quittent l'entreprise ou au moins ne veulent pas y travailler physiquement à plein temps.
L'autre coup de boutoir, c'est le manque de main-d'œuvre. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise en France qui n'est pas en manque de moyens humains et qui n'a pas de mal à recruter. Et puis, bien évidemment, la peur de la notation des réseaux sociaux est également un facteur fragilisant qui interpelle les chefs d'entreprise. Et tout ça va aboutir à la même conclusion, c'est qu'il faut construire une marque employeur. Construire une marque employeur est vital et les nouveaux salariés que j'appelle les salariés de l'an 2020, cette nouvelle génération de jeunes qui viennent dans l'entreprise, elle valorise plus que jamais l'engagement social de l'entreprise et elle remet en cause de façon extrêmement forte le patronat autiste que l'on a pu connaître depuis que l'entreprise existe. Le deuxième force, c'est bien évidemment, pour développer cet engagement, c'est bien évidemment la création de dispositifs. Ce n'est pas le métier de l'entreprise de faire l'engagement social, ce n'est pas le métier de l'entreprise de faire du social. Alors ça l'a été au XIXe siècle, avec la création de logements sociaux. Ce n'est pas aujourd'hui la mission sociale première de l'entreprise. Et c'est certainement pas, l'action sociale est certainement pas quelque chose que l'on a appris dans les business schools. Cette action sociale, elle est étrangère à la fois parce qu'elle n'est pas core business, mais aussi parce qu'elle va reposer sur un monde associatif qui n'aime pas beaucoup l'entreprise, pour ne pas dire qui haït l'entreprise. Donc, cette séparation forte entre le monde du social et le monde des associations qui n'aiment pas le profit, qui n'aiment pas le capital et qui n'aiment pas l'entreprise est bien évidemment un frein. Et il faut construire des ponts, des dispositifs entre ce monde de l'entreprise et le monde de l'action sociale qui vont répondre aux souhaits de l'entreprise, qui souhaite s'engager, mais pour avoir des résultats. Oui. Donc, voilà, nous avons chez Break Poverty créé un dispositif à la disposition des entreprises, des collectivités, des associations pour lutter contre la panne de l'ascenseur social, pour aller réhabiliter et réinsérer les jeunes en grande difficulté sur les territoires. Et nous avons démarré avec une première expérience il y a 3 ans. Nous en sommes aujourd'hui à 40 territoires, 40 villes, 40 métropoles se sont appropriés ce dispositif. Et de façon assez spontanée, quand on va voir des entreprises, 80% d'entre elles répondent présent sur ce schéma d'engagement territorial en faveur de la jeunesse en difficulté sur leur territoire. Donc on voit bien que spontanément, dès lors que l'on donne des dispositifs aux entreprises, sont ravis de s'engager. Il y a une forte demande de la part des entreprises pour cet engagement social. Merci. Denis, tu veux conclure avant que je laisse un petit peu Yann reprendre aussi le paysage général? Oui, bien sûr. Je pense que voilà, simplement, l'entreprise a besoin d'être guidée. C'est pas spontané. Je sais bien que le monde de l'entreprise est un monde intelligent, mais il a besoin d'être guidé. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les incitations. Il y a un grand débat là-dessus. Doivent-elles inciter ou non? N'ont-elles pas déjà suffisamment d'incitations avec les 60% de déductibilité? Je pense que le rôle de l'État, c'est de penser en matière d'incitation pour ces entreprises. Parce que sinon, sans incitation, le chef d'entreprise va se mettre dans une posture où il n'a pas envie de s'engager à la place de l'État. L'État se désengage de beaucoup de missions sociales, en tout cas se désengage de façon financière, et s'il n'y a pas d'incitation pour que les entreprises prennent le relais, je pense qu'elles se diront « je suis assez taxé comme ça, ce n'est pas à moi qui suis déjà taxé et qui soutient ces actions sociales par mes financements, en plus d'agir concrètement ». Mais Denis,
tu peux répondre en une seconde et encore une fois, Yann Keinec prendra le relais, mais la question étant aussi, à un moment où on fête les 20 ans de la loi Aillagon, de sortir un peu de l'approche classique dans laquelle on s'est mise, qui a eu sa force et ses faiblesses, c'est-à-dire de ne pas simplement financer l'intervention sociale en tant qu'acte de gestion, mais le financer à partir des résultats, comme l'a ouvert l'initiative du Crédit Mutuel. C'est-à-dire de dire, c'est dans l'affectation des résultats, donc qui ne mettent pas en cause finalement mes capacités de gestion, que je peux intervenir plus ou moins. C'est plus facile quand on est une mutuelle de, de parler de répartition totale de la valeur. On connaît le grand débat, je ne vais pas le trancher Oui, ici. oui. C'est compliqué d'être chef d'entreprise. Je pense que s'il n'y a pas des incitations claires pour leur dire votre rôle est de vous engager sur votre territoire, je pense que les entreprises auront du mal à le faire. D'accord. Merci. On rediscutera tout à l'heure dans les questions avec les uns et les autres sur ce que tu viens de dire. Et je voudrais demander maintenant à Yann Keinec de prendre la suite. Alors, Yann, est-ce que tu peux prendre aujourd'hui un peu de donner le paysage, les tendances et, comme je le disais, il y a sur la table quand même, Denis Mesguer a beaucoup ouvert un peu les réflexions, il y a beaucoup de débats. Bon. Et le rôle des uns et des autres, c'est d'y réfléchir d'une part et d'ouvrir des pistes. Comment tu peux donner un peu tes orientations du moment, s'il te plaît, en faisant toujours le lien aussi avec la RSE que tu connais particulièrement bien. Merci. Merci et bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Eh bien, peut-être alors si je suis le fil des champs de questionnement qui sont sur ce slide, comme Denis vient d'indiquer, 2023 marque les 20 ans de la loi Aillagon. Tu connais très bien Admical pour être un des cofondateurs, Patrick. Tu sais que Admical a joué un rôle clé dans l'adoption de ce dispositif très singulier. Pourquoi le mécénat reste assez marginal dans la vie française? Je rappellerai juste, comme Denis l'a fait, quelques chiffres clés. Le dernier baromètre d'Admical qui est paru fin 2022, qui porte sur les données disponibles en 2020, de la DGFiP notamment, nous donne quelques chiffres clés. 3,6 milliards d'euros, c'est le montant qui est reconstitué pour dire, voilà, c'est ça le volume du mécénat en France. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est 9% seulement des entreprises françaises. Denis l'indiquait tout à l'heure, ce qui évidemment nous éloigne beaucoup des chiffres outre-Atlantique, par exemple. C'est 108 000 entreprises en France. Oui. Et sur ces 108 000 entreprises, il faut avoir en tête que 95% d'entre elles ont moins de 100 salariés. Donc, oui, la dimension qui, dans l'écosystème français, fait du mécénat, s'agissant des entreprises, c'est essentiellement des PME et des TPE et des ETI. Mais il est vrai que les volumes sont complètement inversés. Ce sont les grandes entreprises qui représentent la part la plus considérable des 3,6 milliards d'euros. Mais c'est important de rappeler que le tissu des entreprises mécènes dans notre pays est composé à 95% de petites entreprises. Et de ce point de vue-là, quand on voit ces données, j'en terminerai sur le fait que les entreprises qui font du mécénat, un tiers d'entre elles ne déclarent pas leurs dons. Donc, on voit que ce n'est pas le mécanisme fiscal qui amène à passer à l'action de mécénat. Et parmi ces entreprises qui font du mécénat, elles donnent 10 fois moins que ce que le dispositif fiscal permettrait de faire. Donc, de façon assez simpliste, on pourrait très bien dire que les 3,6 milliards pourraient être 36 milliards et on pourrait décupler les ressources déployées. Voilà, ces éléments chiffrés étant dressés assez rapidement, aujourd'hui, par exemple, la position, par exemple, d'Admical, c'est que le futur du mécénat, il se situe dans notre pays, dans les territoires et auprès des PME et des ETI, qui certes en nombre sont les plus importantes, mais qui en termes de volumétrie et en termes de dispositifs de passage à l'action du mécénat, c'est là qu'il y a beaucoup d'innovations à faire et c'est là que le déploiement du mécénat dans notre pays, c'est ce qu'on en fait le pari, va se faire. Et à ce titre-là, on est très impliqué sur des dispositifs de mécénat collectif territorial. Une PME seule sur son territoire, malgré toute sa bonne volonté,
avec ses ressources de mécénat, ne changera pas le game. Si les entreprises s'y mettent à plusieurs, évidemment, on démultiplie les potentiels d'impact. Et donc là, de ce point de vue, Admical est très à la manœuvre sur ce sujet-là pour développer des incubations de mécénat collectifs territoriaux. Maintenant, si je prends ton deuxième point, qui est défiscalisation et communication ne sont peut-être pas de vue. Oui, tu y as répondu un peu. J'ai répondu un peu, mais je tiens à y venir. Et effectivement, on a une dimension qui fait que la communication autour du mécénat a pu prendre des chemins de traverse disproportionnés. Et il est évident qu'il faut mettre les points sur les i. La dimension visibilité des actions de mécénat, elle est attendue de la part des entreprises mécènes à juste titre. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans une disproportion. Comme Denis le rappelait, le mécénat, c'est le désintéressement. Et la RSE, c'est très intéressé. Et à juste titre, la RSE, d'abord, c'est une contrainte légale de plus en plus. Et s'agissant d'une RSE plus volontariste, c'est-à-dire adopter, par exemple, une raison d'être avec toutes les limites du dispositif, le statut de société à mission avec tous les dispositifs. Mais la RSE volontaire, telle que je l'entends, c'est aller bien au-delà du respect des règles de gestion des risques, mais surtout s'engager sur des objectifs d'impact. C'est ici que la conjonction avec le mécénat peut trouver tout son sens. Parce qu'évidemment que l'action de mécénat est potentiellement un outil très complémentaire des autres actions de RSE pour atteindre un impact plus important. En revanche, les grosses limites, et c'est là-dessus qu'on travaille d'ailleurs chez Admical, comme tu le sais, avec notre Open Lab dédié au sujet RSE mécénat, la grande confusion, point d'interrogation, c'est que cette frontière du désintéressement et de l'intérêt, elle est assez poreuse aujourd'hui, compte tenu des pratiques. Une chose est sûre, c'est que cette RSE, telle qu'elle a évolué ces dernières années, et la France est un peu championne du monde en termes de contraintes sur ces sujets-là et souvent pionnière, avec l'Europe qui suit. On a quelque chose, et je tiens juste à faire une petite incise précise là-dessus. Notre fameuse loi Pacte de 2019, c'est-à-dire hier. On en parle souvent sur les deux étages que sont de nature volontaire, adopter une raison d'être, voire étage du dessus, adopter le statut de société à mission. Le premier étage est souvent plus en bas d'écran, alors qu'il est absolument essentiel. C'est une modification de l'article du Code civil, l'article 1833.2 du Code civil, pour être exact, qui a intégré une phrase qui est assez systémique, qui impose aux sociétés d'être gérées dans l'intérêt social, j'y reviendrai, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Ça, c'est contraignant. Ça vise toutes les sociétés, quel que soit leur statut juridique, quelle que soit leur taille. On est au début de l'impact de cette modification de l'ADN même du contrat de société. Et pour le coup, ici, la notion d'intérêt social et la notion de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux nous amènent sur le chemin que Denis évoquait tout à l'heure, où jusqu'à maintenant, par exemple, la trajectoire prise par de nombreuses entreprises de créer un véhicule philanthropique afin d'éviter de se mettre en porte-à-faux avec le respect de l'objet social de l'entreprise et de se mettre en porte-à-faux avec des décisions qui pourraient être considérées comme contraires à l'objet social ou à son intérêt social. Là, la notion d'intérêt social qui est maintenant dans notre code civil doit être lue de façon beaucoup plus ouverte que jusqu'alors, parce que dans cette prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, on voit bien que l'ADN est modifié profondément. C'est plus seulement la recherche du profit. Chaque décision de gestion en substance doit être vue à l'aune de l'intérêt strictement financier et économique d'une opération, mais aussi ses impacts sociaux et environnementaux. Et là, avec cette nouvelle donne de droit dur de la RSE, on voit bien que le mécénat a une place à prendre. C'est un levier de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, le mécénat, absolument, assurément. Et ceci dit, évidemment, quand on est sur la RSE volontaire, évidemment que le levier du mécénat est à disposition et doit être déployé de façon beaucoup plus profonde que ça n'est le cas aujourd'hui. Dernière chose peut-être dans ce petit point et propos liminaire, pour peut-être laisser place à des questions. Le mécénat, si on cherche les frontières, il y a des choses quand même, en dehors des travaux qui sont menés en ce moment même par Admical avec d'autres parties prenantes, dont toi, cher Patrick. Le mécénat, en aucun cas, ne doit compenser une RSE faible. C'est tout sauf ça. Là, on est totalement en contradiction. Merci de le rappeler.
si le mécénat est utilisé comme un outil compensatoire d'une RSE qui ne déploie pas les ressources appropriées pour gérer les risques. Donc, en aucun cas, là, ça ne fonctionne. Là, on est sur une frontière, ligne rouge à ne pas franchir. Sur les sujets d'évolution du mécénat, il est vrai que là, il y a une dimension où, sans doute, on a peut-être atteint les limites du dispositif actuel. Autant le régime fiscal facilitateur, je pense qu'il est très précieux de le conserver et en tout cas de questionner sa remise en cause de façon extrêmement prudente parce que ça mobiliserait et ça aurait des impacts vraiment très importants, notamment sur toutes les structures bénéficiaires. Et c'est un vrai levier pour normalement déployer plus de ressources. En revanche, le sujet des contreparties est sans doute une donne qui est allée trop loin, qui peut aujourd'hui être questionnée. Le sujet du désintéressement propre au mécénat, mais pourtant la tolérance qui est admise même par Bercy sur des contreparties, ça a pu aller trop loin. C'est aujourd'hui quelque chose qui nuit, je pense, à certaines… c'est cette notion un peu de mécénat vraiment très respectueux du cadre. En fait, les tolérances qui ont été prévues par Bercy lui-même nous ont sans doute emmenés vers des chemins un peu excessifs. Et je pense qu'il faut questionner la notion de contrepartie là-dessus. Et j'en terminerai là-dessus. La charte de déontologie du mécénat d'entreprise, d'ailleurs, qui a été copilotée par Admical et qui a été rendue publique au mois d'octobre dernier, est assez insistante sur ce sujet-là. Et ça se questionne aussi sous l'angle de ce que les entreprises mécènes peuvent attendre des porteurs de projets qu'elles financent en termes de contraintes sur « je souhaite des preuves de votre impact pour moi pouvoir m'en prévaloir ». C'est une bonne chose dans l'absolu. Il ne faut pas que ce soit excessif. Il ne faut pas que ça impose aux associations de se doter de ressources dont elles ne disposent pas pour faire ce pilotage de leur action, ce qui les disperse dans l'action et leur objet social même en tant qu'association. Donc ça, c'est des sujets de limite de l'exercice qui nous amènent à voir avec grande prudence les degrés d'exigence des entreprises mécènes à l'égard des porteurs de projets sont légitimes. Elles ne doivent pas atteindre un Rubicon excessif. Et c'est toute la délicatesse et la subtilité de l'exercice. Je te remercie beaucoup, Yann, d'avoir à la fois ouvert le paysage et tracé un peu des voies de réforme aujourd'hui qui vont répondre au fait que l'un ne va pas sans l'autre et qu'effectivement, il faut prendre la totalité des impacts en charge et pour autant, on peut intervenir, comme le disait Denis, dans son territoire. C'est une action essentielle de responsabilité, mais au-delà, d'une façon systémique, qui fait attention à garder la nature particulière du mécénat. Je vais demander à Arnaud Herman, qui est le président d'Ecolern, donc de faire aujourd'hui l'animation des questions et Arnaud de redistribuer un peu à nos experts les questions qui sont posées aujourd'hui. Oui, merci Patrick, merci à tous les deux pour vos interventions qui ont été saluées par nos participants. Plutôt que de vous poser des questions à tour de rôle, je vous propose, comme vos exposés étaient assez entremêlés, de vous les poser par catégorie et puis que vous puissiez répondre les uns les autres à ces interpellations. Alors, je vais commencer par une question très pratique, mais qui vient de tomber, qui sera du coup plutôt pour vous, Yann, qui vous demande de préciser un peu votre pensée quand vous parlez du cadre excessif des contreparties du mécénat. Je crois que ça n'a pas été forcément très bien compris. Alors, le cadre excessif au sens même où vous savez toutes et tous qu'il y a une tolérance, c'est l'exception au principe de désintéressement qui caractérise le mécénat, c'est d'accepter le principe que à hauteur jusqu'à 25% des dons dispensés, la valeur du don, on l'a choisi, on l'établit, et jusqu'à 25% de cette valeur du don, c'est ce qui peut rentrer dans des contreparties admises par Bercy. Ces 25% de contreparties peuvent avoir justement le travers de cette tolérance de Bercy, eh bien, c'est de se rapprocher de l'intéressement. C'est aussi se mettre dans une situation où les porteurs de projets sont contraints de mettre à disposition un certain nombre de choses, de valoriser systématiquement toutes leurs actions. Cet aspect 25%, ce qui est quand même assez considérable du montant des dons,
qui peut être versé sous forme de contreparties diverses et variées. Dans le domaine de la culture, c'est mise à disposition de billets pour les spectacles, c'est mise à disposition d'espace pour pouvoir faire une opération de relations parties prenantes pour une entreprise dans les locaux peut-être prestigieux d'un acteur culturel, etc. etc. Évidemment que ça complexifie la perception que l'on peut avoir du mécénat vu comme un véhicule de désintéressement. La frontière avec le sponsoring, Yann, c'est la frontière avec le parrainage. C'est la frontière avec le parrainage. Exactement. Et en fait, à trop s'en rapprocher, évidemment, ça nous amène sur des frontières qui sont devenues poreuses. Et à ce titre-là, ça peut diluer la singularité du mécénat. Voilà. Ouais. Merci. Alors, je vais revenir pour commencer sur des questions un peu plus pratiques qui ont été posées au fil de vos interventions pour peut-être développer vos propos. Alors, la première, vous en avez reparlé, Yann, après, mais c'était de revenir sur les différences de pratiques entre les engagements de mécénat des grandes entreprises versus les PME, TPE. Est-ce qu'au-delà des mots, alors vous avez rappelé les chiffres dans un second temps, Yann, mais est-ce qu'on perçoit des pratiques différentes dans les modalités et l'exercice du mécénat entre des grandes entreprises et des plus petites? Une autre question porte sur, on a compris que vous parliez beaucoup du don financier ou de l'apport financier, mais vous venez d'en parler, Yann, mais il y a d'autres pratiques de mécénat qui peuvent être du don nature ou du mécénat de compétences. Oui. Est-ce qu'il a lieu de traiter différemment ces pratiques de mécénat? Et puis, et ce sera ma dernière question sur ce bloc, quelqu'un évoque l'enjeu de proposer une culture de mécénat qui soit plus collaborative dans l'entreprise par opposition à pas mal de pratiques qu'on voit, et la personne utilise le terme de la danseuse du patron. Donc le mécénat qui est guidé par voilà, le desiderata du boss qui veut utiliser l'argent comme il le souhaite. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à faire évoluer dans l'attitude, la culture du mécénat collaborativement dans l'entreprise? Proche top-down ou bottom-up, tu veux, des actions. Oui, tout à fait. Bon, ça fait effectivement beaucoup de points et très pertinents. Je laisserai peut-être Denis réagir aussi, évidemment. Oui. Sur les typologies de mécénat, donc effectivement, on a coutume de distinguer un peu 3 typologies, le don en financier, strictement financier, le don en nature, et une singularité parmi les dons en nature, parce que c'en est un, mais qui est le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, du côté du développement et des chiffres, je perçois un énorme potentiel de développement du mécénat de compétences. Parce qu'il répond à plusieurs sujets, et les PME et les ETI en particulier, c'est vraiment parmi les drivers du passage à l'acte de mécénat. On a constaté dans le dernier baromètre qu'il y avait 3 drivers. Le premier, le besoin de démontrer son ancrage territorial pour une entreprise. Le deuxième, engager les collaborateurs, donc ça nous amène au mécénat de compétences en particulier. Et le troisième, une espèce de besoin ou de nécessité de faire un alignement avec les enjeux de RSE. Sur le mécénat de compétences, c'est un levier sous-exploité aujourd'hui. Ça représente une part très minoritaire des actions de mécénat. On observe en ce moment même une énorme montée en puissance du sujet. Et c'est un vrai levier incontestablement là qui nous met sur le sujet de la marque employeur. Donc, c'est un intérêt. Là, c'est très intéressant, évidemment, que de booster sa marque employeur. Et on voit bien que du côté des PME, qui ne sont peut-être pas très dotés en ressources financières, le mécénat de compétences est proposé un mécénat de compétences à ses salariés, qui est un vrai besoin exprimé tant par les jeunes talents que par des profils plus seniors au sein de l'entreprise. C'est une capacité de montrer son ancrage territorial, c'est une capacité à satisfaire le besoin des salariés de s'engager. Et puis, in fine, ça répond à des besoins d'intérêt général de la part des associations qui ont besoin de compétences pour opérer de façon plus efficace. On est dans le cercle le plus vertueux qui soit entre l'articulation RSE et mécénat quand on parle du mécénat de compétences. Et sur la culture plus collaborative du mécénat, et effectivement, sortir de ce qui peut être encore vu comme tel, que le mécénat, c'est un peu la danseuse de la patronne. Là, c'est évidemment quelque chose qui questionne comment on implique notamment les salariés dans la démarche de mécénat de l'entreprise, de bout en bout, du choix même de la stratégie, du choix des thématiques, du choix des projets, de l'implication effective des salariés à travers le mécénat de compétences, jusqu'à quel narratif je fais de ce qui s'est passé sur le sujet. Parce que la reddition d'informations sur le mécénat, autant il ne faut pas qu'elle soit excessive et sombre, si je puis dire, dans le marketing,
Autant faire d'une reddition d'informations très objective et neutre, c'est important. Oui. Et là, de ce point de vue, l'implication des salariés, au même titre qu'elle est importante dans la RSE, hein, pour collecter des infos de qualité sur la bonne gestion des risques, l'implication des salariés dans la reddition d'informations sur les actions de mécénat, c'est un vrai gage d'efficacité, d'implication et d'impact. On peut demander, Arnaud, à Denis de réagir là-dessus, sur ce sujet, parce qu'il est majeur, hein, ce que vient de dire Yann. Je crois que tout a été dit, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis en totale ligne avec Yann. Simplement, partant de mon expérience pratique du terrain, la procédure, les entreprises ont nécessairement des procédures, soit parce qu'elles ont des fondations et il y a un comité d'engagement des fondations, soit simplement parce que ces budgets sont contrôlés par un conseil d'administration comme une sorte d'extraterritorialité. Donc, les procédures sont là. Très souvent, les programmes doivent remonter des salariés ou des filiales. Il y a des contraintes qui veulent que chaque année, les projets soient renouvelés pour permettre de les faire tourner. Donc, il n'y a pas beaucoup d'engagement à long terme sur une cause. Donc, on a des pratiques qui sont assez sévères dans les grandes entreprises, à juste titre. Dans les petites entreprises, c'est par définition plus coup de cœur, mais on est loin de l'image d'Épinal que l'on a du patron qui va décider de son propre chef. On est loin de la danseuse du patron ou du coup de cœur de la femme du patron. On s'est aperçu que le mécénat de compétences intervient immédiatement derrière le don financier. 40% des sociétés, des chefs d'entreprise que l'on contacte vont spontanément réunir leurs salariés pour leur demander quel projet ils veulent soutenir, quelle cause ils veulent soutenir. Et à partir du moment où on a une procédure interne qui consulte les salariés, on voit bien que le mécénat de compétences suit derrière. 40% des sociétés que l'on contacte dans les localités de la dotation d'action territoriale se terminent par du mentorat de gens en difficulté. Donc, derrière le don, qui est un symbole, don financier, qui est un symbole très fort, rapidement, on s'y prend bien et qu'on communique en interne, les forces vives de l'entreprise veulent s'impliquer et veulent soutenir la cause. Et on voit bien là des lignes de réforme. Je voudrais vous mettre, Arnaud, si tu as d'autres questions, tu nous le dis, mais je voudrais quand même essayer de vous demander si justement il n'y a pas à repenser un certain nombre de dispositifs et à faire œuvre de créativité institutionnelle, Yann et Denis, là-dessus. Je pense qu'on s'est un peu figé sur tout ça et qu'à travers toutes les potentialités que vous ouvrez, il faut que ça suive, il faut que le régime de liberté d'action soit renforcé et que derrière, on puisse, pour une entreprise, avoir la souplesse, l'agilité suffisante qui va trouver des accords locaux, etc. Est-ce qu'on ne s'est pas trop alourdi dans l'organisation du système? Je pense qu'on a atteint certaines limites sur certaines dimensions de les modalités opérationnelles de mise en place du mécénat de certaines entreprises. Et je pense qu'il y a une espèce de porosité pas tout à fait adaptée. On sait très bien que la RSE nous a emmenés dans de l'infobésité, dans énormément de process, des choses qui rendent assez illisibles. En plus, au final, on va un petit peu à l'inverse de la demande de pertinence d'information, etc. Et le mécénat, il faut surtout éviter de rentrer dans ce travers avec du formalisme excessif. Il est important d'en avoir pour cadrer les choses, pour éviter une trop grande subjectivité, etc. Néanmoins, il faut qu'on prenne vraiment garde à ce que moi, ce que je considère comme un peu des défauts d'excès de RSE dans les process, etc., dans l'infobésité, ne viennent se greffer sur ce sujet-là, le mécénat. Donc, ça fait partie vraiment des écueils qu'il nous faut absolument éviter. C'est de tomber dans trop grande complexité, qui est à la fois énergivore pour l'entreprise mécène et énergivore pour les porteurs de projets.
au détriment de l'impact d'intérêt général qui est attendu par les deux parties. Arnaud, d'autres Alors, je ne sais questions? pas si Denis vouliez ajouter quelque chose avant que je propose Oui, d'autres questions. je souscris totalement. Je ne suis pas sûr que ces contraintes RSE, les contraintes RSE, elles posent des contraintes qui sont souvent sous-traitées à Ernst & Young ou KPMG. Si j'en prends mon expérience de membre de conseil d'administration, je devais être le seul à lire les rapports RSE le samedi de Pâques. Je pense qu'il n'y avait pas un de mes camarades du conseil d'administration qui lisait le rapport RSE. Donc ça, c'est cette complexité, je suis tout à fait d'accord. Dire que l'entreprise pose des contraintes sur les acteurs associatifs qui sont bénéficiaires, j'aimerais, moi, au contraire, qu'ils en posent plus. Il y a un manque de culture de résultats dans les associations françaises qui est absolument effarant. Et pour moi, le rôle de l'entreprise, c'est aussi de recréer cette culture du résultat, de transférer cette culture de résultat. Alors, le mot impact est très mal vu des associations qui considèrent que c'est l'ennemi à battre, et la culture de l'impact va faire qu'on va s'occuper des moins nécessiteux pour prouver de l'impact auprès des donateurs. Je préfère parler de culture de résultat. Une culture des résultats, c'est un business plan, ce sont des objectifs avec un reporting trimestriel qui montre si on est en ligne ou non avec les objectifs. Et ça, c'est la culture de l'entreprise et il faudrait que cette culture de l'entreprise soit transmise aux associations avec leurs dons. Justement, j'aimerais prolonger cette discussion à travers des questions autour de l'articulation entre mécénat et alors, RSE, mais plus largement en fait, culture et pratique d'entreprise, qu'on a pu comprendre, positionner un peu en opposition dans vos propos respectifs, mais peut-être c'était un peu un raccourci. Vous avez dit une chose, notamment Yann, que moi j'ai noté personnellement, c'est que le mécénat est désintéressé, la RSE est intéressée. Est-ce que justement, il ne s'agit pas de dépasser? Vous avez rappelé à juste titre que la loi Pacte ouvrait de nouvelles perspectives avec l'interpellation sur la raison d'être et donc qui, in fine, interpelle l'entreprise sur son objet social et sur l'utilité sociale qu'elle peut apporter. Est-ce qu'il ne s'agit pas justement de dépasser cette opposition entre désintéressement, intéressement, entreprise, intérêt général et de trouver une meilleure articulation? Si je prends la cause qui vous anime, Denis, sur l'ascenseur social, certes, l'entreprise peut procéder à des dons pour encourager les associations d'organisation, mais il y a aussi le levier à activer sur ses pratiques RH, sur ses attitudes de recrutement, sur le support à la formation. Est-ce qu'on n'a pas une meilleure articulation à considérer aussi au-delà simplement de la dichotomie donner et réaliser son activité entreprise? Denis, je vous laisse réagir en premier peut-être. Oui, enfin, non, c'est un propos sage. Les deux sont fortement interconnectés, mais le marqueur fort qui est de participer à une action de mécénat va entraîner nécessairement des progrès sur les autres valeurs de l'entreprise. Oui. Le problème, c'est que si on ne marque pas d'une façon claire qu'on est une entreprise engagée dans le progrès social, on aura du mal à faire la différence entre un greenwashing ou simplement une manip pour essayer de trouver les meilleurs apprentis qui vont permettre d'augmenter les profits. Donc, je crois que les deux sont très complémentaires et il faut prendre le problème des deux côtés. Une entreprise qui ne fait pas de mécénat va rapidement se trouver à calculer les avantages de telle ou telle action en matière de rentabilité. Oui. C'est important le croisement des cultures et en fait c'est un des apports, d'où l'avenir du mécénat de compétences effectivement. Y a-t-il d'autres, Arnaud, d'autres questions? Peut-être une qui vient d'être posée, je laisserai ensuite Yann réagir à cette interpellation, mais Cécile pose une question à l'instant sur le fait que, en réaction à vos propos, Denis, entraîner les associations à s'inspirer de la culture d'entreprise et puis mettre au diapason les flux financiers, est-ce qu'on ne risque pas finalement de dévoyer justement la recherche d'intérêt général des associations et de les faire entrer dans une forme de privatisation? C'était la grande critique dès le départ, ça a été la grande peur dans les années 80. Alors, c'est un sujet qui est abordé d'ailleurs et qui est au cœur de la démarche de renouvellement de la charte de déontologie du mécénat d'entreprise, que je vous invite à découvrir, qui a été co-construite, ce qui est un fait sans précédent,
par différentes parties prenantes que sont par exemple Mouvement associatif, France Générosité. Donc là, nous sommes du côté des structures qui sont en besoin de soutien des entreprises, et Admical, le CFF, l'Association française des fundraisers, etc. Et on s'est tous mis d'accord après 3 ans de travail sur un certain nombre de cadres de déontologie sous 4 grands angles qui mettent notamment l'accent sur comment absolument il convient d'éviter que l'entreprise mécène fasse de l'ingérence dans l'association qui est soutenue. Donc, typiquement, lui impose un certain nombre d'orientations sur des thématiques ou autres. C'est effectivement quelque chose là, on est sur la ligne rouge. Comment il doit y avoir une proportionnalité dans les légitimes demandes de la part des entreprises mécènes de reporting ou d'un minimum d'information. Donc là, évidemment, c'est difficile de faire un truc noir-blanc. Néanmoins, dans la déontologie, c'est explicite. Il ne faut pas qu'il y ait une disproportion dans les exigences que l'entreprise mécène fait peser sur l'association. Donc là, on est vraiment sur des règles déontologiques qui, je pense, sont en mesure d'éviter les excès qu'évoque Cécile dans son propos. Intéressant. On a des marges de progrès. Et c'est ça qui est intéressant dans ce sujet en réalité. Moi, je considère aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous entraîne dans ces discussions, qu'on s'est un peu, pardon, l'expression n'est peut-être pas bonne, mais elle dit ce qu'elle dit, c'est un peu endormi dans un état des lieux finalement où quand même la défiscalisation a conforté, les fondations ont un peu enfermé, etc. Et on voit bien que se pose, avec la montée de l'impératif RSE de durabilité, se posent des tas de questions pour être bien plus efficace, utile, coopératif, engagé à travers le don de mécénat. Voilà. Et donc, le sujet n'est pas figé, loin de là. C'est ça qui est intéressant dans la réouverture de cette question, compte tenu qu'il y a quand même devant nous des besoins considérables. Et jamais il y a eu un tel écart, et j'aimerais peut-être demander à Denis Mesguert, Yann aussi, mais Denis, ce que tu en penses, il n'y a jamais eu un tel écart, et ça c'est un questionnement que ressent tout citoyen de base, entre la performance croissante des grandes entreprises, oui, enfin, des grandes et moyennes, et puis la montée des besoins de toutes sortes. De toutes sortes. Et donc cet écart-là, est-ce qu'on peut le laisser filer, ou est-ce qu'au contraire, il faut enfin traiter toutes ces attentes et progresser comme vous l'avez déjà ouvert des voies? Denis. Oui, il y a plusieurs sujets. D'une part, je pense qu'il faut qu'enfin les masques tombent et que ces positions figées du monde associatif face à l'entreprise et de l'entreprise face au monde associatif, on se regarde en chien de faïence. D'un côté, c'est le grand capital, même quand on est artisan, c'est qu'on n'a pas d'âme parce qu'on est allé chercher le profit. Enfin, c'est quand même insensé qu'en 2023, Action contre la faim considère que Danone est une entreprise à proscrire. Et je lutte à chaque conseil d'administration pour dire est-ce qu'on pourrait réhabiliter Danone et la mettre sur la liste grise plutôt que sur la liste noire. Donc je pense qu'à un moment, il faut laisser tomber, il faut comprendre ce qu'est l'entreprise et comprendre ce qu'est Danone dans son engagement sociétal et qui est à bien des égards remarquable. Même chose pour le pétrole. Je pense que Total fait des efforts considérables qui mériteraient d'être loués par le monde associatif. Sous réserve qu'elle fasse son devoir sur ses bases environnementales. Bien sûr, mais je pense que le dialogue… Voilà, c'est là où l'articulation est absolument nécessaire. Je pense que le dialogue, tout autant que la confrontation, permettrait aujourd'hui de faire bouger les choses. Après 30 ans de confrontation, je pense que le dialogue serait nécessaire. C'est ce que j'appelle « faisons tomber les masques et parlons-nous ». Je crois qu'il y a quand même une zone de progrès aussi dans le monde associatif. Je suis assez étonné de voir que quand je veux rapprocher le monde associatif du monde de l'entreprise, ce qui est vital pour ma cause, nous n'arriverons pas à réhabiliter l'ascenseur social sans l'engagement des entreprises auprès des associations. Les entreprises sont prêtes à bouger de façon incroyable. Elles viennent à la table. Les associations rechignent parce que l'argent privé et ses conditions d'efficacité les gênent. Et donc, il y a du côté des associations qui ont été totalement, je parle bien des associations locales, je dirais le tissu du monde associatif français,
a été totalement anesthésié par l'argent public. Et les associations locales raisonnent en matière de budget annuel et attendent le mois de décembre pour savoir si elles seront encore en vie l'année prochaine. Donc, il n'y a pas de vista, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'énergie dans ce monde associatif. Et seule l'entreprise va permettre de régénérer ce tissu associatif qui est clé aujourd'hui pour recréer du lien social dans les zones rurales ou dans les zones urbaines. Donc, on voit bien quelle est l'importance de la présence des entreprises dans ce débat. C'est par l'entreprise qu'on fera bouger les choses et qu'on recréera du lien social localement. C'est peut-être paradoxal, mais je l'affirme. Voilà, avec quand même des nuances à mettre sur les rôles des acteurs, et il n'y a pas de, je dirais, sans caricaturer, sans rien caricaturer. Arnaud, je te laisse conclure, à moins qu'Yann ait un mot, parce qu'on va arriver à la fin. Oui, alors je voulais juste peut-être indiquer, d'une part, du côté des entreprises, sur ce sujet du croisement de la RSE et du mécénat, ça amène à considérer qu'à terme, si ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant, on peut le constater, les décisions liées au mécénat sont des actes de gestion un peu singuliers, mais ce sont des actes de gestion qui doivent intéresser au plus haut niveau de l'entreprise, y compris donc les organes de gouvernance que sont le conseil d'administration. Le jour où on arrivera à ce que ça fasse l'objet de résolutions en assemblée générale, on aura gagné en termes de crédibilité, de sérieux, d'acceptabilité, que c'est un levier à la fois d'intérêt général et d'intérêt social pour l'entreprise. On n'y est pas encore. C'est un chemin, je pense, à emprunter. Et je ne peux qu'abonder sur cette dimension. On a une rupture culturelle encore aujourd'hui entre le monde associatif et le monde de l'entreprise pour avoir pérégriné un peu dans les deux. Et c'est les raisons qui m'ont amené à quitter un peu le monde des ONG activistes. Ça a été justement ce manque de culture de l'entreprise, ce manque de vision des contraintes opérationnelles et la manière d'entrer en conversation avec le monde des entreprises. Ça fait partie des sujets d'innovation en termes de liaison entre le monde de l'entreprise et les associations. C'est tout aussi, je crois, la singularité d'Admical, qui parmi ses 200 adhérents a 100 entreprises mécènes d'un côté et 100 porteurs de projets de l'autre. C'est-à-dire que nous avons Total Énergie d'un côté et Tara Expédition de l'autre. Et on essaye de contribuer à ce que ces gens-là se connectent, se comprennent leurs contraintes respectives. Et évidemment qu'il faut mettre le paquet là-dessus. Je pense que ce que tu dis là, si Arnaud en est d'accord, c'est vraiment un mot d'orientation, de conclusion extrêmement important qui, parenthèse, doit aider à renouveler un dialogue partie prenante qui est un des angles faibles de la RSE en France. Et je pense que c'est une des fonctions du mécénat aussi, que sur les débats qu'a abordé Denis et que tu viens de rappeler en termes de méthode, doivent aider les acteurs, publics, privés, entreprises, sociétés, etc., à aller dans un sens d'intérêt commun et apporter les biens communs. Merci vraiment à vous deux, merci à vous tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Vous voyez que notre actualité est très riche, qu'elle nous interpelle, qu'elle nous pose des questions et qu'il faut donc les aborder, les approfondir, les discuter, les penser ensemble pour en tirer des chemins de progrès qui ne sont jamais parfaits. Les sujets doivent continuer d'être améliorés, mais c'est parce qu'on a cette envie et cette culture du progrès continu qu'on pourra faire améliorer les choses. Merci à vous toutes et tous et à très bientôt. Au revoir.